Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour le premier numéro de la rentrée de l'émission Face à la rédaction d'Amen Télévision. Face à la rédaction est une tribune de journalistes membres de la direction des informations d'Amen TV qui reçoit pour vous des opérateurs politiques, économiques, culturels et ceux œuvrant dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous avons le réel honneur de recevoir pour vous Monsieur Christian Loumou. Christian Loumou est vice-président de la Ligue de jeunes UDPS et coordonnateur de l'association mentale engagée pour le changement, une structure affiliée à l'UDPS. Avec lui, nous allons parler du thème ci-après, Félix Tshisekedi, rupture ou continuité du régime Kabila. Bonsoir, monsieur Christian Loumou. Bonsoir, Tchotcho. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. De même que moi, je suis très content surtout de cette invitation, surtout ma première participation depuis que vous n'êtes plus de l'autre côté. Ok, merci. Je ne serai pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de mon confrère Félix Chamala, à qui je dis aussi bonsoir. Bonsoir Duke Moulamba, bonsoir votre invité. Bonsoir. Monsieur Christian Loumou, je reviens à vous. Je commence cette émission par une question si simple comme je peux le dire. Le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le produit de l'opposition radicale. Aujourd'hui, il est en coalition avec le Front commun pour le Congo qui a eu à montrer ses limites lors de précédentes législatures. Est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi ne risque pas de se diluer dans cette coalition? Bon, en fait, partout, il y a toujours eu des risques et surtout que nous avons accepté d'être en coalition avec des gens qui avaient montré leurs limites. Certes, nous avions la confiance en soi au regard des valeurs auxquelles on est adhérent et surtout que des idéaux que nous prenons. Nous étions devant un fait accompli. Ce n'est pas que nous avons accepté la coalition pour seulement accepter, c'est au regard de la réalité politique du moment, tel que prévoit la Constitution. La Constitution prévoit le système politique semi-présidentiel, c'est-à-dire le président de la République il est élu par le suffrage universel du souverain primaire. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, est ici de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ou parlementaire. Lors des élections dernières, l'UDPS, nous avons pu remporter la présidentielle, mais malheureusement, au niveau législatif, nous n'avons pas pu remporter ces élections. Alors, pour ne pas bloquer les choses au niveau du pouvoir exécutif, nous qui avons eu à militer durant plus de 3 décennies pour instaurer un état de droit, appliquer la bonne gouvernance en faveur de la population pour qui nous avons pu nous sacrifier, nous avons mis l'eau dans les vins. Nous avons accepté d'être en coalition avec ceux qui ont la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Le premier objectif, c'est assurer la stabilité de toutes les institutions de l'État. Parce que si nous avions refusé la coalition, en prenant la cohabitation, il y aurait eu des blocages. L'histoire nous renseigne que la cohabitation n'a jamais assuré la stabilité des institutions. Et même en France, vous allez vous souvenir que Jacques Chirac, si je ne me trompe pas, était élu président, mais il n'avait pas la majorité au niveau, au niveau du Parlement. Il avait accepté la coalition. Donc, si l'UDPS, nous avons accepté la coalition, c'est le but principal était de stabiliser la politique au niveau du pouvoir exécutif. Est-ce que ce but-là est atteint aujourd'hui? Lorsqu'on organise des élections, nous poursuivons des objectifs. Le premier objectif, c'est consolider la démocratie. Le deuxième objectif, c'est renforcer l'unité nationale. Au regard de l'objectif de consolider la démocratie, nous avons accepté
que les amis d'en face ont la majorité au Parlement. Le fait déjà d'accepter cela, c'est une manière pour nous de reconnaître le valeur démocratique. Et le fait aussi d'accepter d'être avec eux, d'essayer un peu d'oublier le passé ou de ne pas fouiner dans le passé, c'est dans l'objectif de renforcer l'unité nationale dans notre pays. Personne n'ignore que nous venons d'une situation chaotique, la guerre de l'Est, la guerre qui a su déchirer le pays. C'était suite à la contestation de la légitimité de ceux qui étaient en train de gérer la République. Alors nous qui sommes bénéficiaires de la première alternance, il faudrait que nous capitalisons cette alternance par instaurer un climat de sérénité. Donc la coalition avec les amis d'en face, avec nos partenaires plutôt d'IFCC, avait des objectifs. Consolider la démocratie et renforcer l'unité nationale, c'est la chose qui est faite. Est-ce que, à travers cette coalition, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a consolidation de la démocratie? Est-ce que ces buts-là, ils atteignent aujourd'hui? Il est atteint. Aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi n'était pas un politique qui incarner les valeurs démocratiques, il pourrait manigancer, créer des stratagèmes dans le sens de bloquer l'avancée significative de la démocratie. S'il était aussi très mal intentionné, nous aurions procédé au débauchage, ainsi de suite, dans le sens de créer juste des crises pour chercher à déstabiliser l'autre camp. Ce sont des pratiques qui ne sont pas démocratiques ou qui n'honorent pas la démocratie pour laquelle nous avons lutté depuis plus de 37 ans. Mais alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette coalition est à l'avantage du FCC, puisqu'on voit le FCC rafler tout le poste de grandes institutions de la République? Il y a le président du Sénat qui est du FCC, la présidente de l'Assemblée nationale qui est du FCC, le Premier ministre du FCC. Donc, c'est plus à l'avantage du FCC que du cash. C'est tout à fait normal que le FCC rafle tous ses postes. Vous savez qu'en 2017, j'étais pas en liberté, j'étais au cachot. J'ai l'impression que l'opposition n'avait pas compris le système électoral de seuil. Si l'opposition avait besoin de remporter les élections législatives au regard du système électoral du seuil, on aurait présenté plusieurs listes. Mais l'UDPS ne présente que 2 listes. L'UDPS elle-même, l'UDPS allié, et puis le RDT qui a été diabolisé. Comment est-ce que nous aurions eu beaucoup de députés ou beaucoup de sénateurs? La dynamique de l'opposition est l'ensemble, mais le FCC avait plusieurs listes, comprenant le système de seuil. C'est tout à fait normal qu'ils aient la majorité au niveau du Parlement et même au niveau du Sénat. Aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux gens du FCC qui ont la majorité au Sénat. L'UDPS nous-mêmes, si nous étions sérieux avec nos élus provinciaux, nous aurions une fisc de sénateurs. Aujourd'hui, l'UDPS n'a aucun sénateur. Est-ce qu'il faut aller et s'acharner contre les gens du FCC? Non. Au regard des stratégies politiques, nous avions failli. Félix Chamalin. Vous êtes jeune, encore vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. On parle ici de cette coalition que vous êtes en train d'entretenir avec le CC Cash. Au moment où ça s'est fait sentir chaud, on voit cette jeunesse de l'UDPS dans la rue pour réclamer la dissolution de cette coalition. Mais ici, vous confirmez que c'est comme cette coalition est un bon multifare. En fait, dans une société, il y a le haut, il y a le bas. Dans cette coalition aussi, ces derniers temps, il y a des petits blocages, mais nous espérons que ce serait décanté dans un bref délai. Le premier blocage, c'est les ordonnances présidentielles portant nomination de mandataires au niveau de la Générale Carrière des Mines et la Société nationale des chemins de fer.
Donc ce sont des ordonnances qui poseraient des problèmes selon ceux qui participent aux discussions ou au comité de suivi de la coalition. Il se pourrait que tout acte ou soit toute décision doit bénéficier d'un consensus au sein de la coalition. Il y aurait eu des malentendus, mais j'espère que, étant que responsable politique, on ne peut pas déchirer toute une nation à cause de ces ordonnances. Nos partenaires du FCC doivent mettre dans leur tête que la coalition ne peut pas cracher sur le principe de la bonne gouvernance ou soit sur le principe de la démocratie. Les ordonnances du chef de l'État ne fera aucun objet de rediscussion ou soit d'annulation ou de reporter l'acte. Ça n'a aucun sens. De fois, on vous accuse que vous êtes trop lent dans vos décisions. On accuse votre président d'être trop lent dans ses décisions. Non, le chef de l'État n'est pas... Les ordonnances ne peuvent jamais faire une discussion. Non, en fait, là, c'est ce qui est idéal. C'est le droit administratif. Mais vous savez très bien que la politique, des fois, tient en état les droits. Au regard des enjeux de la politique auxquels une nation est confrontée, ou soit la scène politique est confrontée. Il aurait été dit dans cette coalition que toute décision doit bénéficier d'un consensus au préalable entre les deux familles politiques, notamment les CACH et les FCC. D'où peut-être le FCC quand ils ont profité à prendre beaucoup de sièges de ministres au niveau des gouvernements provinciaux. Moi, je suis réaliste. Les CACH au niveau du Parlement ne représentent que 2%. Ok? Mais au gouvernement, nous représentons 35%. Ça, ce n'est pas un avantage. Bon, Monsieur Christian Loumou, je veux revenir un peu sur cette question. Oui. Était-il opportun que le jeune de l'UDPS puisse réclamer la dissolution du FCC CACH? Donc, en d'autres termes, nous sommes en démocratie. UDPS, c'est un parti dans lequel il y a toujours eu confrontation des idées. Chez nous, il n'y a pas la pensée unique, il n'y a pas le disciple à l'écoute de leur maître. Je vous dis très clair qu'au sein de l'UDPS, il y a des cadres qui ne sont pas d'accord avec la coalition. Mais il y a les autres qui sont réalistes. Ils se disent que si nous allons dans la logique plutôt de la cohabitation, il y aura blocage en blocage. Et la principale victime, ce sera le petit peuple, le souverain primaire auquel on a fait toutes les promesses. Alors, pour essayer de travailler en faveur du souverain primaire, nous avons accepté la coalition. Si les deux partis se mettent dans le respect strict de principe d'une bonne gouvernance, je pense que personne ne pourra critiquer cette coalition. D'autres personnes, je comprends, ils ont tout à fait raison parce que les passés ou soit les régimes des Kabila nous décèlent beaucoup de déconvenus. C'est ainsi beaucoup ne font pas confiance au FCC. Alors, nous qui sommes leaders, nous assumons. Nous assumons la décision que nous avions prise d'être en coalition avec les amis du FCC et nous y avons mis les garde-fous. L'UDPS, les leaders de l'UDPS assument la décision nous assumons de la cette coalition, décision de la coalition. Alors dites-nous, est-ce que dans cette coalition, au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre le membre du gouvernement, puisque nous avons eu à constater nous souhaitons que l'ambiance soit la bonne. Mais nous avons eu à constater que les ordonnances, puisque vous venez de parler des ordonnances portant nomination des animateurs, des dirigeants de la SNCC et de l'AG Mines, ces ordonnances ont été bloquées au niveau du ministère du portefeuille. Est-ce qu'avec cette ambiance-là, on peut dire que la coalition
se portent bien? Bon. Puisque jusque-là, ils ne sont pas encore nous entrés sommes en des hommes fonction. d'État. Parce que lorsque vous êtes dans un monde politique, il faut savoir aussi écouter l'autre. Les amis du FCC nous reprochent que ces ordonnances auraient été prises sans consulter, en fait, sans qu'il puisse y avoir un conseil des ministres. Il n'y aurait pas eu conseil des ministres et qu'il n'y avait pas aussi les contraintes, je ne sais pas, du chef du gouvernement. L'article qui était 81 déjà de la démissionnaire. Constitution. En fait, il y a beaucoup de choses qui doivent être bien traitées. Cette situation doit être décantée dans la logique de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. Donc, à mon humble avis, je pense que je souhaiterais qu'au niveau du comité de suivi de la coalition FCC cache que cette situation soit décantée dans le plus bref délai. S'il y aurait eu des ratés, ainsi de suite, je pense qu'on ne peut pas bloquer la machine à cause de ces ordonnances. Quittons la coalition pour parler maintenant de ce voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est fait. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que ce voyage profitera de bénéfices au peuple congolais? Mais bien sûr que oui. Est-ce que le président de la République ne devra que se donner les luxe de se déplacer à l'étranger pour ne rien faire? Si vous êtes très bien informé, vous saurez très bien que le déplacement du chef de l'État profite au peuple congolais. La première des choses, la République démocratique du Congo, son image diplomatique est ternie. Nous n'avions, beaucoup de nations n'avaient pas assez d'égard à l'endroit de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie très bien entretenue du chef de l'État, aujourd'hui, il y a des ouvertures diplomatiques qui apportent aussi des solutions efficaces aux problèmes des Congolais. La Banque mondiale est prête à accompagner la gratuité de l'enseignement. Les FMI s'est dit prêt à accompagner les actions du chef de l'État au regard de principes. En fait, sur base de conditions qu'ils ont eu à soumettre à l'appréciation du gouvernement congolais s'il veut continuer avec eux. En fait, il y a beaucoup de dividendes qui profitent au peuple congolais. Vous dites qu'il y a beaucoup de dividendes qui profitent au peuple congolais, mais grâce au déplacement du chef de l'État. Oui. Dites-nous, quelle est sa plus grande motivation? Et puis, quelles sont les choses qui sont déjà faisables à court terme? Qu'est-ce que le peuple gagne déjà dans tous ces déplacements, de manière concrète? De manière concrète, déjà, il y avait beaucoup de politiques, ou soit les oiseaux de mauvais augure, qui doutaient de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, elle est effective, quoiqu'il y a de petits problèmes, mais qui seront décantés grâce au financement de l'extérieur. Ce n'est pas dire que nous favorisons une économie extravertie. Certes, nous reconnaissons les difficultés que nous traversons, d'où nous tendons la main à l'extérieur, à la communauté internationale au sein de laquelle nous sommes membres. Mais comment la coalition gère la relance de la coopération avec l'Union européenne, les fonds monétaires internationaux? La coalition ne peut pas gérer ça. C'est la politique du chef de l'État. La politique du chef de l'État, parce que ça choque déjà vos partenaires. Ça ne peut pas choquer nos partenaires parce que c'est nous qui... nous avons à solliciter la levée des sanctions. Comment est-ce que la levée des sanctions peut choquer encore l'Union européenne a rejeté. L'Union européenne a rejeté, elle a posé des conditions, c'est tout à fait normal. Et on va aussi observer nos amis ou nos partenaires du FCC au regard de leur comportement. Mais du moins, la bonne volonté était là de décanter ces situations auxquelles ils confrontent. Le prédécesseur du président Félix Tshisekedi avait rompu la relation avec l'Union européenne. Mais aujourd'hui, vous êtes en coalition avec ces présidents. Moi, je pense que même nous aussi, au départ, vous savez, à l'issue des élections du 30 novembre,
avec des critiques de certains médias internationaux, nous étions aussi dans la même logique. On ne pouvait pas accepter que les médias étrangers cherchent à ternir l'alternance au Congo. De même personnes qui critiquaient l'alternance au Congo, ils ont eu à changer d'avis. Et c'est au regard aussi du changement physionomique de la politique extérieure vis-à-vis de la RDC qui a fait en sorte que nous acceptions la main tendue de l'extérieur. Sinon, nous aurions gardé la même politique. Mais comment représentez-vous la coopération avec l'Occident? Est-ce que c'est dans l'esprit du néocolonialisme ou bien c'est dans l'esprit d'une coopération gagnant-gagnant plus que... La coopération, ce sera gagnant-gagnant parce qu'il ne faut pas ignorer les partenaires historiques de la RDC, au-delà de tout. Nous reconnaissons l'accompagnement sérieux ou l'accompagnement salutaire des Nations Unies, des États-Unis, la France, lorsque le pays était déchiré. Les accords de Lusaka, les Sun City ont aidé. Si ces accords ont réussi à nous apporter quelque chose, c'est grâce aussi à l'accompagnement de nos partenaires historiques. Quoi qu'il y ait un certain moment, ils se sont détournés de principes. Certes, on doit reconnaître aussi les rapports. Et lorsque le président de la République effectue de voyages à l'étranger, souvent on dit pourquoi n'envoie-t-il pas le ministre des Affaires étrangères? Vous savez qu'à l'époque, le gouvernement était démissionnaire et c'est à peine qu'on a un gouvernement. Nous avons le ministre des Affaires étrangères. Je ne pense pas que cela constituerait un problème. L'histoire nous renseigne au niveau de la France qu'Emmanuel Macron, dans moins de 6 mois, il avait effectué beaucoup de déplacements que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'en France, rien ne marchait ou que le président n'avait rien à faire? Le président se déplace par rapport aux problèmes que nous confrontons et il cherche à avoir des solutions efficaces, effectives aux problèmes que nous connaissons. C'est tout à fait normal que le chef de l'État se déplace. Et tout déplacement du chef de l'État est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Nous avons un président qui n'est pas un bavardeur. C'est un président qui est très calme, qui travaille ses projets dans les secrets. Il laisse la réussite s'occuper du bruit. La réussite de ces déplacements s'occupera de tous les bruits que nos adversaires ont besoin. Dans combien de temps le peuple peut attendre mais déjà le peuple est bénéficiaire de la gratuité de l'enseignement primaire. D'accord, nous y reviendrons. Monsieur Lugo, oui. on parle aujourd'hui, avec ce voyage de Félix Tshisekedi, beaucoup craignent qu'on pourrait assister aux endettements dans certains secteurs au niveau du pays. Est-ce que nous n'allons pas assister avec le temps? Parce que aller solliciter la main des autres, c'est bien. Mais il y a aussi des prêts non remboursables. Aujourd'hui, le Parlement congolais vient de ratifier un prêt de la Banque mondiale en faveur de la jeunesse. Apparemment, c'est 172 millions de dollars qui va soutenir la jeunesse ou les initiatives de jeunes dans notre pays. Est-ce que cela ne profite pas aux Congolais ou cela ne profite pas à la jeunesse pour laquelle le chef de l'État a promis d'assister ou d'accompagner toutes ces initiatives? Donc pour vous, les solutions sont plus à l'extérieur qu'au niveau interne? Au regard de ce qu'on a trouvé sur terrain, vous savez très bien que le pays était très malade. Rien ne pouvait marcher dans le contexte auquel tout se passait. Il faudrait renouer des relations diplomatiques qui profitent aussi aux Congolais, comme aussi ça profiterait aussi aux partenaires historiques de la RDC. D'accord, merci Félix. Nous continuons toujours, on a parlé ici de ce voyage qui profiteront au peuple congolais. Parlons d'ici le jour passé, 31 ans après, Félix Tshisekedi se retrouve en Serbie. Quelle motivation ça vous a donné après 31 ans que la diplomatie entre les deux pays n'était pas en bon terme?
Félix Tshisekedi a invité, est-ce que ce n'est pas aussi une fois que Félix Tshisekedi est attiré par tout le monde, ou bien c'est sa façon de faire la diplomatie? Non, c'est-à-dire que avec la gestion objective du chef de l'État, le Congo maintenant inspire confiance. Tout le monde veut traiter avec la RDC au regard de ce qu'elle a comme potentialité, et tout le monde s'intéresse à la RDC par rapport au leadership qui est placé à sa tête. C'est tout à fait normal. À travers toutes ces choses, est-ce que vos partenaires vous laisseront libre de gagner et d'amener ce peuple congolais à une très bonne vie, peut-être qu'ils n'ont pas eu à... Que nos partenaires nous laissent libres ou pas, nous avons un bilan à défendre en 2023. On ne va pas se laisser faire. Nous sommes en coalition. Là, la coalition ne signifie pas que nous allons commettre les mêmes bêtises que les autres ont fait durant mais ils ont une les 18 années. Ils ont une majorité au niveau du Parlement, les gouvernements provinciaux. Est-ce qu'ils nous faciliteront la tâche? Au-delà de tout, il y a un souverain primaire qui va décider en dernier. Lorsqu'on est élu, ce n'est pas dire qu'on vous a vendu la République. Vous êtes redevable au souverain primaire qui vous a donné un mandat de le défendre. Même au cours de 5 ans, si vous n'arrivez pas à défendre ce souverain primaire, le même souverain primaire est à mesure de rompre ses contrats. Nous sommes rassurés de l'accompagnement du souverain primaire. C'est ça qui nous importe. Mais dans l'autre temps, nous comprenons aussi les soucis pressants d'instaurer un climat de sérénité durant la période quinquennale du chef de l'État. Puisque vous parlez de la coalition, est-ce qu'au niveau du gouvernement, c'est la politique du chef de l'État qui est appliquée, ou bien c'est la politique du FCC? Non, c'est la politique du chef de l'État qui est appliquée, parce que le chef de l'État, quoi que nous avons accepté de nous mettre ensemble avec nos amis du FCC, mais il y avait les codes de bonne conduite sur base desquels toutes les amis politiques devraient s'y conformer, notamment les CACH et le FCC. Le président Tshisekedi, il est au-delà de la mêlée. Les programmes communs n'ont jamais été présentés. Non, il n'y a pas de question de programme commun. Le Premier ministre Ilunga Kamba a adhéré à la vision du chef de l'État. N'ait été cela, il n'aurait pas été retenu parce qu'il n'était pas le premier candidat à être présenté au chef de l'État. Il y a eu plusieurs. Mais du fait que ceux-là n'incarnent pas la vision du chef de l'État ou n'étaient pas disposés à adhérer à la vision du chef de l'État, les cartons étaient... Nous avons posé cette question puisque nous avons appris auprès que vos partenaires du FCC recommandaient aux membres du gouvernement qui sont membres du FCC de continuer à appliquer la politique du président, de l'ancien président Joseph Kabila. Non, ça ce sont des discours politiques. Comment comprenez-vous cela? En fait, si c'était le cas, je vous dis, dans ce gouvernement, il n'y aurait pas eu de nouvelles figures. Parce que la première à mentir des personnes proposées n'était pas celles qui sont là avec Ilunga Kamba. En politique, on cherchera toujours à donner l'impression que nous contrôlons la machine, peut-être on ne contrôle rien. C'est la vision du chef de l'État qui est appliquée. Si c'était la politique de nos prédécesseurs, mais quand même les budgets, il n'y aurait pas eu de 8 milliards à 10 milliards. Oui, puisque au Parlement, ils avaient évoqué la possibilité qu'on ait un budget de 8 milliards. Mais quand il y a eu Conseil des ministres, le chef de l'État a décidé qu'on doit avoir un budget de 10 milliards de dollars. Le minimum, c'est 10 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui a justifié la révision à la hausse du projet de loi de finances à 10 milliards, alors que dans les passés, ça n'a pas été le cas. On était à 4 milliards et puis le Premier ministre Ilunga Kamba est venu. On a adopté un projet de 7 milliards après plusieurs critiques
budget a été revu à 10 milliards. Qu'est-ce qui justifierait un peu cette révision d'après vous? Bon, moi, je n'ai pas travaillé avec le régime précédent. Nous sommes avec le président élu, Félix Antoine Tshisekedi. Les décisions sont prises au regard de notre projet de société ou vision politique ou notre promesse électorale faite au peuple congolais. Parce que nous devons défendre notre bilan en 2023. Alors on n'a pas droit à l'erreur. On avait promis au peuple congolais qu'on fera dénomier, on fera le nécessaire que le budget soit amélioré et que ça profite à la population congolaise. Et c'est sur base de cette promesse que le premier budget du chef de l'État est fixé à 10 milliards de dollars. On espère que peut-être budget 2020-2021 pourrait aller même au-delà de 15 milliards. C'est possible. Et ce budget sera réaliste parce qu'on pourrait dire qu'il est capable de proposer à 7 milliards d'un coup, ça devient 10 oui, milliards. Ce sera réaliste. N'allons pas dire que Félix Tshisekedi a voulu tout simplement satisfaire cette population avec un chiffre montant parce que beaucoup ne croient pas aux réalisations de ce budget. Ceux qui ne croient pas, ils sont animés de la mauvaise foi. Parce qu'on l'a vu avec vos partenaires et qui, des fois, ils disaient un budget de 4 milliards, oui. 5 milliards, mais qui n'était pas praticable sur les effets. Mais s'il vous plaît, mon frère Félix, oui. Le FCC n'est pas mieux placé pour être un modèle. Ils sont mieux placés pour faire des connotations négatives. Donc, il faut que les passés du FCC qui nous décèlent les déconvenus. Parlons d'autre chose, ou soit essayer d'illustrer d'autres cas, mais pas ceux du FCC. Au Congo, ce n'est pas. Au Congo, le moyen ne manque pas. C'était plutôt l'absence d'une volonté politique de faire avancer les choses. Kabila était au pouvoir pendant 18 années. Il tenait des discours sur la gratuité de l'enseignement, mais la faisabilité, rien n'était effective. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans moins de 6 ans, en fait, déjà au début de son premier trimestre, il avait déjà annoncé la gratuité de l'enseignement. Et beaucoup doutaient. Beaucoup disaient non, c'est un marketing politique, ce sont des effets d'annonce, il n'y aura rien. Tout le monde doutait. Mais aujourd'hui, ils sont récupérateurs. Non, la gratuité de l'enseignement, c'est nous qui avons amorcé ces processus, les autres. Non, en fait, chacun veut tirer les draps de son côté. Nous vous disons que le budget de 2010 sera réaliste. Au regard du sérieux avec lequel le chef de l'État est en train de travailler, je vous dis, le Congo est en mesure même de mobiliser 20 milliards de dollars. Le Congo est en mesure de mobiliser 20 milliards de dollars avec le sérieux qu'affiche le chef de l'État. Alors, puisque vous parlez de la gratuité de l'enseignement, certains observateurs pensent que cette politique de la gratuité a été décrétée à la va-vite. Il faut commencer toujours quelque part. Ça devait attendre un peu la mobilisation des recettes pour accompagner cette politique, même pour l'année 2020. Non, en fait, il faudrait d'abord amorcer cette démarche. C'est peut-être après une année que nous saurons bien identifier les difficultés qu'on avait confrontées pour qu'à la prochaine année, qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Mais si vous dites non, on doit d'abord entendre qu'on mobilise les moyens, on ne peut pas. Il y a un adage qui dit il ne faut pas reporter ce qu'on devait faire aujourd'hui. Nous sommes déterminés et nous avons la confiance en soi. Et nous sachons qu'avec avec la volonté politique que nous avons et les sérieux que nous affichons, toutes les décisions que nous sommes en train de prendre, elles seront bénéficiaires à la population congolaise et ne souffrira d'aucune difficulté de blocage. Le pays ne souffrira d'aucune difficulté de blocage, mais 2 milliards de dollars par an avec 10 milliards, vous ne trouvez pas que d'autres secteurs ne seront pas privilégiés? Non, en fait, d'abord, le Congo, depuis qu'il est le Congo, la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois qu'on ait un budget de 10 milliards.
Déjà, il faut nous féliciter parce que les autres doutaient que nous n'étions pas amusés. Au Parlement, ils ont évoqué 8 milliards, mais au Conseil des ministres, les chefs de l'État les ont interpellés. À quoi vous êtes des excellences si vous n'arrivez pas à résoudre ce que les communs des mortels ne peuvent pas faire? Parce que vous êtes excellence, vous êtes là pour résoudre ce que les autres ne pouvaient pas faire. Alors, décidons que c'est possible que nous mobilisions le 10 milliards de dollars comme montant budgétaire de l'exercice 2019-2020. On reste toujours dans la gratuité aujourd'hui qui est en train de faire un débat, au moins qu'il faut essayer à commencer par quelque part. On parle aujourd'hui de la paternité de cette gratuité qui vos partenaires, ni par rapport au commencement de Félix Tshisekedi avec cette idée qui la Constitution l'oblige même, qui a appliqué cet article de la Constitution. Ah, mais là, au moins, vous avez la réponse vous-même. Même vos partenaires. Les Congolais devant qui nous sommes en train d'échanger, chacun a sa réponse. Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à cette question que si c'est Félix ou Kabila qui a appliqué la gratuité? Kabila fait combien de mois au pouvoir? Combien d'années au pouvoir? La Constitution a été votée le 18 février 2006. En moins 12, ça ferait 13 ans depuis que cette Constitution régit le bon fonctionnement de la République. Qu'est-ce qui empêchait aux autres? L'un de vos partenaires a dit au moins que ça avait déjà commencé dans quelques villages. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a posé la question au secrétaire permanent, les camarades Chadar et Emmanuel. Chadar, qui nous disent dans quelle école de son village les élèves étudiaient gratuitement. Parce que tous nous sommes ici des Congolais, nous vivons ici au Congo, nous avons la réalité, nous avons la réponse. Et la population elle-même aussi connaît celui qui a appliqué ces prescrits constitutionnels. Alors, au niveau de la jeunesse de l'UDPS, on s'est dit qu'il ne faudrait même pas répondre à ce genre de questions. Ce serait peut-être une perte du temps, ou soit on est en train de gaspiller les énergies pour rien. Nous devons gaspiller notre énergie pour d'autres choses qui ne sont pas encore faisables. Nous sommes en train de réfléchir sur des propositions que nous allons soumettre à l'appréciation du chef de l'État, que l'année prochaine, la SNEL, en fait, l'eau et l'électricité soient consommées gratuitement, parce que c'est possible au regard de ce qu'on a. Nous sommes focus dans ça. On n'a pas le temps de polémiquer autour de la gratuité de l'enseignement, parce que tout le monde sait qui l'a appliqué. Nous sommes en train de réfléchir sur notre soutien que nous aurons accordé au chef de l'État, et surtout le soutien intellectuel sur la mise en œuvre de cette politique de la consommation gratuite de l'eau et de l'électricité. Vous êtes jeune de l'UDPS aujourd'hui, peut-être en faisant un pas en arrière pour parler de votre parti, vice-président de la Ligue de jeunes. Est-ce que vous êtes, il y a 2 fois, vous organisez de cours ou bien de formation de la prise en conscience de cette jeunesse de l'UDPS, où parfois, quand il y a 2 manifestations, on assiste à des actions terribles sur ma vie. Je comprends pourquoi vous avez posé cette question par rapport à notre façon de réagir. Il ne faut pas aussi nous tenir trop de rigueur. Nous avons fait 37 années de combats farouches. Alors il faut répliquer. 37 années ce ne serait pas très facile pour nous d'enlever cette casquette automatiquement. Ça doit nous prendre du temps. Nous sommes conscients de ce qu'on doit faire. Non, en fait, nous dénonçons 2 fois nos réactions. C'est nous qui sommes au pouvoir. Nous descendons à la rue contre qui? Parce que l'armée, la police... Contre vos partenaires. Contre nos partenaires, il y a plusieurs façons aussi de réagir. Ce n'est pas... parce que lorsque nous descendons à la rue, les autres en profitent.
pour procéder aux actes de vandalisme. Qui sont ces autres-là? Je ne saurais pas citer leurs noms, je ne saurais pas les accuser à chaque fois. Et Ce que moi je dois faire seulement, c'est savoir encadrer nos jeunes, comment réagir quand il y a ça ne va pas. Alors qui donne l'ordre, le mot d'ordre? Non, à l'UDPS, on n'est pas habitué à recevoir des mots d'ordre. Les combattants de l'UDPS a toujours un sens élevé d'analyse politique. Quand il y a un ne va pas, on n'attend pas le mot d'ordre. Nous réagissons. C'est ça, c'est prendre en charge. C'est le testament qu'a le Sœur Tshisekedi d'heureuse mémoire. Prenez-vous en charge. La prise en charge ne signifie pas qu'on doit attendre que quelqu'un décide à notre place. Quand il y a un ne va pas, on peut toutefois décider. Je pense que c'était presque la dernière question de cette émission. Monsieur Christian Loumou, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais un dernier mot. Adressez-vous à tous les Congolais et à tous les jeunes, et surtout que vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, et que peut espérer aujourd'hui la jeunesse congolaise au président par rapport à la politique actuelle menée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le dernier mot est que nous assumons la décision que nous avions prise, celle d'être en coalition avec nos partenaires d'IFCC. Cela se justifie par rapport à notre constitution. Nous avions promis au peuple de travail, nous avions promis la bonne gouvernance au peuple congolais, nous lui avons promis un climat de sérénité, la réconciliation nationale. C'est sur base de toutes ces promesses-là que nous assumons cette coalition. Et deuxième chose, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à faire avancer les choses dans tout le secteur. Et le mot de la fin, que la population continue à faire confiance au chef de l'État, qui a dit dernièrement, il préfère quitter le pouvoir sans le moyen financier que de changer l'image de la RDC. Pour lui, son plus grand souci, c'est de marquer l'histoire, c'est de marquer le peuple congolais, c'est d'apporter un changement tant attendu, un changement promis par l'UDPS. Donc, que la population ne se laisse pas emporter par la distraction de ses ennemis et de ceux qui sont contre le changement que prône le président élu Félix-Antoine Tshisekedi. Et d'aider la jeunesse de l'UDPS. Bientôt, nous aurons des assises. Nous allons réfléchir sur l'accompagnement du chef de l'État et surtout comment apporter notre soutien efficace au chef de l'État. La population congolaise, je sais qu'elle n'est pas d'accord avec la coalition. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ne soyons plus confrontés à ces faits? Nous réfléchissons déjà comment apporter notre soutien à la victoire de l'UDPS au niveau législatif, provincial, national, juste à tous les niveaux. C'est-à-dire, à l'issue de notre conclave, nous allons informer la conduite pour tout le monde. L'UDPS demande à la population de rester vigilante, attentive et sereine surtout face aux ennemis du changement et du changement de l'image de la République démocratique du Congo. Voilà, là ce sont les derniers mots de M. Christian Loumou que nous avons reçu aujourd'hui dans notre émission face à la rédaction. M. Christian Loumou est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et coordonnateur de l'association mentale engagée pour les changements. M. Christian Loumou, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons vous revoir très prochainement. Je vous remercie aussi de m'avoir lancé cette invitation et surtout de nous avoir accordé assez de temps pour qu'on puisse émettre ce que nous avons à cette population qui a tant souffert et qui attend beaucoup de nous. Je vous remercie. Merci aussi à mon confrère Félix Chamala pour sa participation. Merci aussi à notre invité d'être
moins clair, aussi profond dans sa réponse. Donc, chers téléspectateurs, voilà, c'est par ici que s'achève cette émission face à la rédaction. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. Merci.